Et si l'année 2026, ce n'était pas juste une autre année qui passe, et si c'était en fait un véritable point de bascule pour le monde entier? C'est une idée assez vertigineuse et pour l'explorer, on va s'appuyer sur les visions, parfois assez troublantes, de la célèbre mystique Baba Vanga. Cette phrase, elle est vraiment au cœur de tout. Réfléchissons-y une seconde. Les grands bouleversements de l'histoire, au fond, ils ne sortent jamais de nulle part. Que ce soit des tensions économiques, des fractures sociales, les signes sont toujours là, bien avant. C'est cette accumulation de pression qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, un test de résistance à l'échelle mondiale, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il ne faut pas imaginer une seule grande catastrophe, mais plutôt une sorte de tempête parfaite. Les systèmes politiques, financiers, environnementaux, tous sont déjà tendus à l'extrême. Et là, ils seraient poussés à leur point de rupture, en même temps. C'est un véritable moment de vérité pour tout le monde. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet. Il y a une chose essentielle à comprendre. Baba Vanga ne nous a pas laissé une sorte de carte routière précise de l'avenir. Ses visions, c'est plutôt des fragments, des symboles, comme des ressentis sur les grandes forces qui sont en train de modeler notre monde. Ce qu'on voit ici, c'est le concept clé de surcharge systémique. Avant, les crises faisaient la queue, pour ainsi dire. Maintenant, elles se rentrent dedans, elles s'amplifient les unes les autres. Ça donne cette impression générale que le monde est à bout de souffle. Et le plus grave dans tout ça, c'est l'érosion de la confiance. Quand elle disparaît, même les plus grandes puissances peuvent commencer à vaciller. Pour vraiment saisir ce qui se joue, il faut peut-être changer notre façon de voir les choses. Oublions un instant cette idée d'un progrès qui avance en ligne droite. Et si en réalité, l'histoire n'était qu'une répétition, un cycle sans fin de grandeur et de décadence? C'est une idée assez fascinante qu'on va creuser. Selon cette vision, l'histoire serait comme une grande roue qui tourne encore et encore. Chaque civilisation connaît son heure de gloire, son apogée, puis inévitablement son déclin, avant qu'un renouveau ne s'amorce. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si ce cycle est réel, mais plutôt où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui sur cette roue. Et là, on arrive à un choix absolument crucial. La grande leçon de l'histoire, elle est assez claire. Les empires ne sont que très rarement vaincus par un ennemi extérieur. Ils s'effondrent de l'intérieur. La rigidité, les divisions internes, ce sont des poisons lents mais terriblement efficaces. La survie, au contraire, elle se trouve dans la capacité à s'adapter, à trouver un équilibre et par-dessus tout, à rester soudé. Bon, à cette théorie, passons au concret. Comment est-ce que ces grands principes s'appliquent sur la carte du monde d'aujourd'hui? Quelles sont les nations qui semblent justement les mieux préparées pour naviguer dans cette période de turbulence qui s'annonce? On commence avec un premier exemple très parlant. L'Inde, son rôle sur la scène mondiale, est en train de changer de façon radicale. Ce n'est plus seulement une économie émergente, elle devient une sorte d'encre de stabilité dans un monde qui, lui, semble un peu perdre le nord. L'Inde, on dirait bien qu'elle a trouvé la bonne formule. Sa plus grande force, c'est son immense marché intérieur. Ça lui permet d'amortir les chocs qui viennent de l'extérieur. Et sur le plan diplomatique, elle refuse de choisir un camp. Elle parle à tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'autonomie stratégique. Et cette gravité douce, c'est son influence culturelle, technologique. Elle attire sans jamais forcer. C'est l'art de l'équilibre. Passons maintenant à l'Indonésie. On l'appelle souvent le géant tranquille, et c'est très juste. C'est un pays qui est souvent sous les radars, mais dont le poids sur la scène mondiale devient, de fait, de plus en plus incontournable. Quelle est la stratégie de l'Indonésie? Eh bien, c'est la discrétion. Loin du bruit et des grandes querelles de pouvoir, elle avance ses pions, tranquillement. Géographiquement, elle contrôle des passages maritimes qui sont vitaux pour le commerce mondial. Et elle se concentre avant tout sur sa propre stabilité. C'est une force calme qui construit sa résilience à l'abri des tempêtes. Et enfin, troisième exemple, le Mexique. Son ascension, ce n'est pas une question d'idéologie ou de grands discours. Non, c'est du pur pragmatisme. On pourrait dire que le monde a un problème et que le Mexique, lui, a la solution. Le Mexique, c'est la preuve parfaite que pendant que les géants sont occupés à se disputer, les plus malins en profitent. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont en train de se réorganiser. Et le Mexique devient ce voisin indispensable, cet atelier juste à côté. Son influence ne vient pas de ses armées, elle vient de ses usines. C'est aussi simple que ça. Mais bien sûr, il y a toujours un revers à la médaille. Pendant que certaines nations montent en puissance, les anciens géants, eux, commencent à montrer des signes de faiblesse. Et le paradoxe, c'est que leurs forces d'hier sont devenues leurs plus grands problèmes aujourd'hui. Prenons les États-Unis. Pour eux, le plus grand danger aujourd'hui ne vient pas de l'extérieur. Non, il est interne. Il est au cœur même de la nation. Ce sont les divisions profondes qui sont en train de miner les fondations même de la superpuissance. Il ne faut pas s'attendre à un effondrement soudain et spectaculaire. C'est plutôt une sorte de lente agonie, une instabilité chronique qui s'installe durablement. Les présidents changent, mais la méfiance, elle, reste, et même elle s'aggrave.
Le leader qui semblait incontesté hier est devenu une puissance contestée, et surtout contestée de l'intérieur. L'Allemagne, c'est un cas différent. On pourrait dire qu'elle est un peu victime de son propre succès. Son modèle économique, qui a été si performant et si admiré pendant des décennies, est devenu une sorte de carcan. Et dans un monde qui bouge aussi vite, la rigidité, c'est un luxe que plus personne ne peut se permettre. Pour l'Allemagne, le déclin, c'est avant tout la perte de son pouvoir d'attraction. Cette fameuse force gravitationnelle est en train de s'épuiser. Son modèle industriel, que tout le monde voulait copier, il ne fait plus vraiment rêver. Le moteur économique de l'Europe tousse, et c'est tout le continent qui commence à en sentir les secousses. Et enfin l'Iran. Le pays est littéralement pris dans un étau. D'un côté, il y a la pression de la rue, d'une jeunesse qui refuse de se taire. Et de l'autre, un isolement international qui l'étouffe économiquement. Le résultat, c'est une véritable cocotte minute qui pourrait bien exploser. Quand un peuple ne se reconnaît plus du tout dans ses dirigeants, quand la jeunesse rêve de liberté et que le pouvoir s'accroche désespérément au passé, le point de rupture n'est jamais très loin. Pour l'Iran, l'avenir n'est pas encore écrit, bien sûr, mais il s'annonce plus incertain et tendu que jamais. Alors si on prend un peu de recul par rapport à ces exemples, que voit-on à l'échelle mondiale ? On voit que toutes les pièces de l'échiquier sont en train de bouger. Une nouvelle partie a déjà commencé, et elle se joue avec de toutes nouvelles règles. Au final, le message est assez clair. 2026, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Les vieilles certitudes, les hiérarchies qu'on pensait gravées dans le marbre, tout ça est en train de se dissoudre. Et dans ce nouveau jeu mondial, il n'y a qu'une seule règle. Seuls les plus agiles, les plus adaptables s'en sortiront. Alors, est-ce qu'on est vraiment à l'aube d'une ère complètement nouvelle, ou est-ce qu'on est juste en train de rejouer la même vieille partition, mais avec de nouveaux instruments ? L'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, le monde de demain ne ressemblera en rien à celui d'hier. La suite de l'histoire, elle reste à écrire.